Echoes Studio. Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique. J'essaye de construire la ressource tech audio la plus complète pour comprendre la transition écologique, les grands silos de la transition, et puis aussi pour déconstruire certains silos. Donc je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. On publie du contenu inédit, comme la semaine dernière où on a eu Jean Vergès sur le podcast qui est venu pour nous parler d'art et d'écologie. On a publié sur le compte Instagram de The Big Shift toutes les œuvres d'art qu'il nous a montrées pendant la diffusion du podcast qui était chez Oba. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram si vous voulez des informations un peu différentes de ce qu'on propose en audio. Aujourd'hui donc, je suis avec Valérie Pommier. On va parler d'impact climatique dans les zones montagneuses, essentiellement en France. Pourquoi cet épisode ? Parce que les montagnes sont beaucoup plus impactées que le reste du pays. Vous allez comprendre pourquoi, Valérie va nous l'expliquer. Et puis aussi parce que pour moi, c'est quand même des régions de cœur. Le ski, c'est quand même quelque chose qui a façonné mon rapport au sport, mon rapport à la nature, mon rapport à la montagne. Donc j'ai envie de comprendre et j'ai envie de savoir ce qu'on peut faire de mieux en tant que... beaucoup d'entre vous sont des urbains, mais voilà ce que nous on peut faire quand on part en vacances ou quand on part en saison, hors saison. Voilà, tout ce qui est en jeu aujourd'hui dans la montagne et tout ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore un lieu désirable et dans lequel on a envie d'aller dans les prochaines années. Et pour commencer tout ça, Valérie, je propose que tu te présentes et que tu présentes un peu le Résilience Montagne que tu représentes aujourd'hui. Je m'appelle Valérie Pommier, j'ai créé Résilience Montagne il n'y a pas très longtemps, j'ai 53 ans, je suis annécienne, je suis haut-savoyarde et je suis née à un moment où on ne parlait pas de climat et je suis née aussi dans un milieu socioculturel où on ne m'en aurait pas parlé si on en avait parlé. J'ai un parcours que j'estime classique, en fait, où je me pose pas trop de questions. J'ai un diplôme d'école de commerce. Je continue ma vie. Je pars à l'expatriation en Afrique, à Hong Kong. Et puis, je reviens. Je suis happée par les milieux d'affaires à Genève. Et puis, un jour, j'avais déjà entendu parler de problèmes climatiques, trous dans la couche d'ozone quand j'habitais à Hong Kong, en Australie, des choses comme ça, mais on n'en parlait pas trop. Et puis, en 2016, j'entends une conférence de Jean Covici aux Mines ParisTech. Ah, c'est marrant. C'est quand même un déclic qui est très, très classique parmi mes invités. En tout cas, c'est souvent le cas. Oui. Alors, en fait, je pense que j'avais entendu avant beaucoup de choses. Mais c'est vrai, c'est pas vrai ce que les gens exagèrent. En famille, on entend aussi beaucoup de déni ou de refus catégorique d'en parler. Peut-être que j'attendais une caution un peu scientifique, je sais pas. Et puis, j'entends donc cette conférence de Jean Co aux Mines en 2016 et je tombe de ma chaise. En fait, je me dis, mais en fait, c'est bien plus grave que ce qu'on dit ou que ce que je pensais. Je décide d'arrêter. C'était quoi ton métier ? Je travaillais en promotion immobilière et avant en finance. Principalement dans les gros investissements en montagne. D'accord. Donc je dis quelquefois je viens de l'autre côté de la barrière. Alors l'idée c'est quand j'arrête, c'est pas de balancer ce que j'ai fait dans les entreprises, c'est fait, il y a des business models, des entreprises qui vivent, voilà. Mais en fait avec cette prise de conscience, je me suis dit je vais aller voir les acteurs en face pour leur expliquer que c'est pas génial en fait ce qui se passe en montagne et que peut-être il faut pas le faire comme ça. En tout cas. Et puis, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je me demande comment faire et je me suis dit, en fait, je vais commencer sur LinkedIn. Donc, j'ouvre un compte, je crée une structure Résilience Montagne et puis je m'intéresse à des associations qui sont autour de moi, qui sont contre des projets en particulier d'abord. Et puis ensuite, aujourd'hui, on est un petit peu de temps après et je continue avec ces associations. C'était en quelle année ça, du coup, la création de ce compte LinkedIn Alors, pendant le Covid. D'accord, c'était pendant le Covid. J'essaie justement de me repérer par rapport à ça, parce qu'il y a eu des changements qui ont été massifs avant et après Covid, notamment pour les régions montagneuses, avec des déplacements de population, des gens qui sont venus s'installer. Donc, ça a dû beaucoup changer, en fait, la façon dont tu as vu la chose se transformer avec cette association. Super intéressant que tu aies les deux points de vue, en fait, parce que du coup, tu as aussi vu les avantages à ce déploiement immobilier dans ces régions-là. Donc tu vas pouvoir nous en parler, parce que j'imagine que tout n'est pas tout blanc, tout noir, mais du coup,
quelle est la situation actuelle aujourd'hui? Et tu dis donc tu as eu un déclic avec Jean-Marc Jancovici. C'est quoi ce qui t'a fait dire on peut plus faire comme ça? Et c'est quoi le comme ça dans les régions montagneuses? Le comme ça, en fait, c'est qu'il avait fait un topo du climat globalement, de manière globale, en expliquant si on continuait sur cette trajectoire, juste qu'on mettait en péril l'humanité. Et moi, j'avais pas compris que c'était à ce point-là, en fait, ou je voulais pas le comprendre, j'en sais rien. J'accuse personne, sauf moi, dans ce déni de 40 ans ou de 20 ans. Je me dis, j'ai jamais eu la curiosité peut-être d'aller voir ailleurs. À partir du moment où on dit on réduit la voilure, faut la réduire et c'est pas facile. Je comprends les gens qui ne le font pas puisque ça implique beaucoup de choses. Donc effectivement, moi quand j'entends Jancovici à cette époque, j'entends qu'on menace l'humanité et puis les écosystèmes et la biosphère, et que sans biosphère, en fin de compte, il n'y a pas d'économie. Donc, on est interdépendant de tout ce microcosme. Et j'entends pour la première fois le mot systémique que je ne connaissais pas. Et depuis 2016, je n'ai de cesse que de chercher et de comprendre quels sont les liens les uns avec les autres, pourquoi on l'a créé. Alors c'est un petit peu facile maintenant, mais surtout pourquoi on doit l'arrêter. Alors quand les gens me disent oui, c'est facile, avant tu étais dans le business, tu t'en avais plein les poches et t'arrêtes. Non, c'est pas tout à fait ça, mais de toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je dis toujours, il n'y a pas meilleur directeur de la sécurité informatique qu'un hacker lui-même, parce qu'à un moment il était dans le système. Et ça, l'idée encore une fois, c'est pas de balancer ce que j'ai vu, c'est de dire, parce que je sais lire un promoteur, parce que je sais lire un bilan finance, parce que je connais peut-être certains investissements et pourquoi on y va, eh bien j'ai envie de faire comprendre aux élus qui sont pas maîtres tout seuls de leur destin. Et c'est d'ailleurs aussi un des gros sujets qu'on a eu sur le podcast, c'est le sujet de la pureté militante. Est-ce que tu es censé avoir un passé parfait? Est-ce que tu es censé avoir une attitude irréprochable aujourd'hui pour avoir le devoir d'entreprendre des nouvelles idées, des nouvelles initiatives qui vont dans le bon sens? C'est un vaste sujet parce que moi, mon passé est largement imparfait. Je n'ai pas calculé les millions de tonnes de CO2 que j'ai pu consommer et j'ai pas envie de le savoir parce que sinon j'aurais honte, et de toute façon j'ai honte. Donc il te reste un peu de déni quand même. Mais j'ai honte. Mais quand je le sais aujourd'hui, je suis encore à 4 tonnes 9. Donc, on doit être actuellement, je crois que la moyenne, la France, on est entre 10 et 12 tonnes par personne. Ouais, en fonction de comment on calcule. Voilà. Moi, je suis encore à 4,9. Si on estime qu'on doit être à 2, j'ai encore 2,9. Réellement, je ne sais pas où je les prends. Alors, j'essaie. Quand je vois le nombre d'efforts que je fais, je vais continuer. Et j'incite les gens à le faire parce que finalement, on n'est pas plus malheureux. La vie est différente et puis ça manque pas. Rien ne me manque en fait de ce que j'ai décidé d'arrêter. Donc il faut le faire. Pour reprendre donc sur la partie constat, aujourd'hui en montagne, on dit que l'impact du réchauffement climatique est supérieur aux plaines, donc en altitude par rapport au niveau de la mer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça et du coup quel est l'impact observé notamment dans les Alpes que tu connais bien ces dernières années? Alors oui, on dit que les régions montagneuses se réchauffent 2 fois plus vite que l'hémisphère nord. D'accord. Globalement en fait, parce que quand la neige se retire, il y a plus ce phénomène d'albédo qui réfléchit, qui renvoie la chaleur. Les pierres et la roche absorbent la chaleur et la chaleur reste. C'est une des raisons en fait. Donc aujourd'hui, on est déjà dans les Alpes à plus 1,1. Ce qui est énorme. L'impact sur les écosystèmes, et on le voit tous les jours. On a la forêt qui meurt. Les arbres ne sont plus adaptés aux températures. On a des sources et des ruisseaux qui sont secs. On a une biodiversité beaucoup moins riche qu'avant. On n'a plus de neige. Cette année, jusqu'à ce week-end, on avait eu 5 jours d'enneigement dans les Alpes. C'était mi-janvier. On enregistre on est le 4 avril. 3 avril, 4 avril. Bon, on est début avril. Oui. Donc, début janvier, on avait encore l'aiguille du Midi à 3800 mètres qui était au-dessus de zéro. Ça veut dire que ça dégelait à 3800 mètres. Donc, quand on dit que les glaciers reculent, on le voit. Alors, il y a les images typiques de la mer de glace qui a fondu. C'est un bon indicateur. C'est vraiment symbolique, mais il faut le voir, en fait.
Mais quand la glace fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre eau potable, en fait, qui est, en fin de compte, est menacée. On dit que les Alpes ont un rôle de château d'eau de l'Europe, château d'eau potable. On ne parle même pas de la France ou de la Suisse ou de l'Italie, on parle de l'Europe. De l'Europe. Les Alpes transalpines, France, Italie, Autriche, Allemagne, Suisse, je ne sais pas si je l'ai dit, les Alpes transalpines sont les châteaux d'eau de l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui estiment que les Alpes n'ont plus le rôle de château d'eau comme avant. Et c'est l'eau potable, en fait. Donc c'est là que c'est dramatique. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de cette eau. Donc tous ces constats, on les fait chaque année. L'année dernière, en Haute-Savoie, la carte postale était moins jolie qu'avant. Les alpages étaient jaunes. Donc les alpages, les vaches et les cheptels, non seulement n'avaient pas d'eau, mais n'avaient plus à manger. Donc ils ont mangé leur fourrage d'hiver. Donc ça implique énormément de constats dramatiques pour l'agriculture, pour le sport, parce qu'on parle de ski. Quand il n'a pas neigé, on fabrique la neige. Quid de la ressource en eau et de la débauche énergétique. Tout ça, c'est tous les jours, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de tout ça? C'est juste l'observer, aller discuter avec les gens. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens des territoires ne veulent plus attendre les bras croisés sans être un petit peu plus acteurs de leur territoire et proposer d'autres choses. Je me rends compte que je t'ai pas demandé de me raconter ce que vous faisiez précisément chez Résilience Montagne. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu vos différents types d'actions, vos interventions et les parties prenantes avec lesquelles vous discutez? Alors, déjà, c'est d'essayer de comprendre le réchauffement climatique en montagne. Résilience Montagne essaie de comprendre pourquoi, où on va, pourquoi c'est arrivé, pourquoi on le vit encore au présent et qu'est-ce qu'on aimerait imaginer pour l'avenir. Et je dis toujours, dans un monde idéal, quelle serait la station idéale ou le village idéal de montagne? On arriverait en train, on n'aurait pas vendu de la neige, mais s'il y a de la neige, on skie. On découvrirait du patrimoine, on découvrirait l'artisanat, tout ce qu'on a dit. Donc en fait, je me suis dit, on va imaginer tout ça. C'est donc vulgariser cette information et puis d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à changer. Donc c'est d'aller voir le plus possible les acteurs en face qui font en sorte que ça bloque. Un élu, 2 élus, les départements, la région, ils veulent pas trop. Mais l'autre jour, j'étais à l'Assemblée nationale. C'est intéressant parce que c'est vu par d'autres personnes. Les promoteurs immobiliers, les financiers qui continuent à financer tout ça. Les gros exploitants, discuter avec la Compagnie des Alpes, c'est intéressant, surtout pas fermer les portes, parce que tout le monde fait des efforts, tout le monde a conscience. On n'a pas tous les mêmes vérités, et puis on n'a pas tous les mêmes business models. Eux ont des entreprises à faire tourner, ce qui est louable. Moi, c'est plutôt une association, donc je mets un petit peu les pieds dedans. J'ai pas d'obligation de faire du bénéfice, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, dans les Alpes, quelle est la part du tourisme dans l'activité et quel est l'impact de ce tourisme sur la région en termes de biodiversité? Tu mentionnais un peu tout à l'heure, en termes de ressources en eau aussi, quelle est la part qui est allouée à ces activités-là? Alors, on dit que le tourisme en Savoie, c'est 50% du PIB, si je me rappelle. Okay. En Haute-Savoie, c'est un petit peu moins, mais c'est énorme. Le ski en France globalement, c'est 9 milliards de flux financiers. C'est gigantesque. C'est 120 000 emplois. Ce sont les chiffres de Domaine skiable de France. Il y a un petit ratio qu'on aime bien pour 1 euro dépensé dans un forfait. Combien la station récolte? Alors, ça dépend des stations, mais entre 3 et 7 euros dans la station de retombée pour 1 euro dans un forfait. Environ 55 millions de forfaits vendus, voilà pour les chiffres, c'est gigantesque. Donc, une manne... Quand tu dis retombées, c'est des bénéfices, c'est des bénéfices financiers directs. Oui, donc 1 euro dépensé dans un forfait, il y a 3 à 7 euros de retombées dans la station en bénéfice. Ouais. C'est énorme en fait. Donc quand on a dit ça, c'est une économie florissante qui est née avec les plans neige des années 60-70. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On est toujours en plan neige, alors qu'on aurait dû l'arrêter. On est toujours à construire des infrastructures gigantesques, alors que peut-être il ne faut peut-être plus le faire comme ça. Quand on parle d'infrastructure, on parle de quoi? On parle de domaines skiables, on parle de stations balnéaires, c'est quoi le... On parle d'immobilier beaucoup, parce que plus on construit de lits touristiques, plus on vend de forfaits. Plus on vend de forfaits, plus il y a de retombées dans les villages.
et plus il y a d'emplois. Donc, on continue aujourd'hui à construire énormément de lits touristiques. Je crois que les derniers chiffres sont à plus de 3 millions de lits touristiques en montagne. Et qui sont vacants les 3 quarts de l'année ? Qui sont à 50% occupés moins de 3 semaines par an. Donc, pour moi, c'est un problème éthique. Ça veut dire un logement sur 2 qui est utilisé 3 semaines par an ? Moins, 3 semaines ou moins, en fait. Et on continue à en construire. Donc, ça s'appelle un lit froid. Donc, aujourd'hui, les stations, plutôt que de se dire on fait avec l'existant parce que éthiquement et écologiquement, on imagine bien ce que ça fait... plus de la moitié de ces logements occupés moins de 3 semaines par an, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. Donc les communes continuent à investir en se disant, plutôt que de rénover le modèle existant, on construit un nouveau modèle plutôt axé sur le haut de gamme. Pourquoi haut de gamme ? Parce que les marges sont meilleures et parce que les prix de foncier sont très élevés aujourd'hui, dû à la rareté. Et quand un prix de foncier est très élevé, pour qu'un bilan de promoteur tourne, le prix au mètre carré est très élevé. Exemple, Val d'Isère, 25 000 euros du mètre carré, en moyenne. En moyenne. C'est des chiffres qui sont 25 000 euros du mètre carré, tout se vend. Tant mieux pour les propriétaires de terrain, tant mieux pour les promoteurs, peut-être tant mieux pour le village. Mais quand on a ces prix-là dans une station, on doit garantir du ski au pied, par exemple. Val d'Isère, le village est à 1800 mètres, c'est haut. Il y a un glacier à 3200 mètres, c'est encore plus haut. Mais on a plus de 700 canons pour garantir la neige à cette altitude. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les stations villages plus bas ? J'ose même pas imaginer, où on construit les mêmes infrastructures de lits et où on doit garantir aussi la neige au pied pour garantir les prix de l'immobilier et pour garantir cette économie. Donc oui, les infrastructures sont les lits touristiques. Ce sont des infrastructures routières, encore. Ce sont des infrastructures d'aéroport. Le gros business de la montagne vient encore de l'étranger. Il n'y a pas de chantier de train, c'est dommage. Ce sont des infrastructures d'eau, de réseau pour les canons à neige, des retenues collinaires pour garantir l'eau dans les canons à neige, et puis tout ce qui est afférent à cette économie, c'est-à-dire tout ce qui est service affilié. C'est gigantesque. Oui, c'est énorme. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on disait avec Maxence Cordier et avec Rodolphe Meyer sur l'énergie. En fait, c'est très lié, mais on dimensionne tout pour des moments de pic et on dimensionne jamais pour une sorte de consommation moyenne. Et en fait, c'est la même chose sur l'électricité, c'est la même chose sur nos réseaux routiers, et c'est la même chose sur cet afflux qu'on a une fois par an pendant 2-3 semaines en montagne. Ça me paraît complètement... En fait, quand tu prends le recul et que tu te mets un peu plus haut comme ça, et que tu regardes ça, ça paraît complètement indécent. C'est incroyable parce qu'à la fois, c'est une richesse formidable, et à la fois, ça peut causer la perte de ces villages qui, avec ce qu'on connaît aujourd'hui du climat, et peut-être prochainement de quota climat, si on en arrive à se dire qu'on doit réellement agir pour limiter notre impact, qu'est-ce qu'il advient de ces villages ? La Plagne, 67 000 lits. Comment on remplit 67 000 lits si on continue comme ça ? C'est impossible. 67 000 lits, de toute façon, ils ne sont jamais remplis. Et heureusement, parce que finalement, on ne saurait pas garantir l'offre pour 67 000 lits. Donc, il y a des villages qui ont... Il y a des vallées entières qui ont 70, 80 000 lits touristiques. Des gens qui arrivent en voiture. Pour la plupart, encore une fois, on n'a pas de chantier de train qui arrive jusqu'en station. J'ai regardé il y a 15 jours, aéroport de Chambéry, un avion toutes les 7 minutes arrivait d'Angleterre pour monter en Tarentaise. Donc c'est juste là, c'est juste factuel. Qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'on doit continuer comme ça en fait ? Ouais. Très compliqué. Parlons un petit peu. Donc là, on a bien évoqué la situation, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de stations qui se sont dit on va devenir des stations 4 saisons, on va transformer notre business model. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà actives ou pas trop ? Tous l'ont annoncé. Tous ont intérêt à changer le business model ou le faire évoluer. Parce qu'aujourd'hui, sans neige, on pourrait déjà avoir des stations qui sont en mode printemps-été, là, aujourd'hui. Déjà, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Je pense que là, à Pâques... quoi qu'il a neigé le week-end dernier, donc ça remet un petit coup de blanc sur les sommets. Mais la question, c'est aussi, est-ce que le 4 saisons fonctionne ? Non. Il n'y a rien qui ne remplacera l'économie du ski.
Il n'y a rien qui remplacera ces fameux 9 milliards. Si on cherche économiquement un substitut ou quelque chose, une économie de remplacement, ça n'existe pas. Donc, il va falloir, à un moment, renoncer à ça. Et là, c'est difficile. Parce qu'on parle d'argent, il y a des gens qui ont fait des investissements et qui veulent des retours sur investissement. Il ne faudrait plus investir aujourd'hui, c'est clair. Parce que comme ça, au moins, on n'a pas à perpétuer un modèle mort, en fait. On investit encore 150 millions dans une benne aujourd'hui. Mauvaise idée. Surtout à certaines altitudes. Donc, non, on ne doit plus le faire. Après, les stations qui annoncent un changement de business model, il y a beaucoup de marketing, de communication et de marketing territorial. Il n'y en a pas réellement. Il y a une station qui a communiqué fort et qui le fait, et c'est difficile. C'est Métabier dans le Jura. D'accord. Métabier dans le Jura. Ils sont moins haut, du coup. A annoncé ne plus investir dans le ski, donc faire avec l'existant, et puis ça va être difficile, mais ils y vont. Il y a d'autres stations qui y vont, les jets communiquent beaucoup sur le VTT, par exemple, oui, mais bon, c'est à la marge par rapport à l'activité ski. Les jets, c'est une station qui... Le VTT, c'est aussi beaucoup de transformation de terrain. Exact. Les jets, c'est une des stations qui a le plus investi dans ces canons à neige, qui a le plus de taux de couverture en neige artificielle dans les Alpes. Donc on mise aussi sur le ski ici, enfin comme partout. Il n'y a pas réellement de station qui va. Alors c'est étonnant parce que quand on regarde un rapport du Sénat, ces 9 milliards, on voit déjà qu'ils sont répartis avec 5 millions l'été et 4 l'hiver. Ça veut dire que l'été fonctionne, mais ça ne va pas dans les mêmes caisses. Dans les 4 l'hiver, il y en a beaucoup qui vont dans les sociétés de remontée mécanique. Et c'est là le nerf de la guerre. Remontées mécaniques qui sont liées aux communes par délégation de service public, et c'est un tiroir caisse énorme en fait. Donc la bascule est déjà faite, sauf que ça va pas dans les bonnes poches, on va dire. Donc difficile. Donc on a pas mal parlé donc activités sportives d'hiver, ski. Quelles sont les autres activités économiques qu'on retrouve en montagne qui sont menacées et comment est-ce qu'elles peuvent être soutenues, notamment tu disais il y avait c'est des régions qui sont les régions les plus boisées de France a priori, qui sont censées un peu être les scieries alors je sais pas si c'est scieries de l'Europe, mais en tout cas scieries de la France, c'est les surfaces les plus couvertes. Comment tu disais, donc avec des arbres qui sont plus en bonne santé, avec des essences qui se meurent, comment est-ce que ça se profile? Eh bien aujourd'hui, on devrait avoir une politique de gestion forestière beaucoup plus agressive que ce qu'on a, puisqu'on sait que les forêts sont nos stocks de carbone stratégiques, déjà. On devrait les entretenir. Aujourd'hui, les forêts sont toutes malades, elles ont la scolite parce qu'elles ne supportent pas, les arbres tombent. Alors la nature est bien faite aussi, hein. Il y a d'autres essences qui poussent, par exemple. Il y a eu une tempête là en 99. On voit que ce qui repousse ne sont pas forcément des résineux. Beaucoup de sorbiers, beaucoup de clairières. On voit des clairières beaucoup plus feuillues. C'est intéressant. Ça amène une autre biodiversité, d'autres écosystèmes. Donc on devrait effectivement avoir une gestion forestière beaucoup plus agressive et puis se dire que comme ce sont nos stocks stratégiques de carbone, on les entretient. Alors je ne dis pas que l'ONF fait rien ou que les communes ne font rien, mais il faudrait vraiment le faire bien plus. Et puis toutes les scieries qu'on avait avant, effectivement, aujourd'hui, je vois, il y a un regain d'activité sur les scieries. Ça va être stratégique parce qu'aujourd'hui, quand on construit, on sait aujourd'hui que quand on veut construire décarboné en promotion immobilière, c'est en bois. Ouais. Il y a des superbes écoquartiers. Alors, je ne veux pas vanter les écoquartiers, mais ça existe en bois. Ici, les Molinos, 600 logements en bois, ça fonctionne. Finalement, il faut bien loger les gens, comme on dit, mais le chantier est plutôt propre. Le bois coupé continue à absorber le CO2, c'est intéressant. Donc, si on devait décarboner l'immobilier et la promotion immobilière, on passerait par le bois. Ça tombe bien, on a des forêts, on a un pays de forêts. Qu'est-ce qui est fait en attendant? Pas grand-chose, c'est bien dommage. Et puis, ces espaces de basse montagne ou de moyenne montagne, 900 000 mètres, qui ne sont pas recouverts non plus qui ne sont plus recouverts de neige, s'il n'y a pas la neige artificielle, ce sont effectivement les terres nourricières de demain. Nos anciens travaillaient la terre difficilement. Le ski, on va dire, les a sauvés d'une dure vie de labeur. Mais difficile de dire aux gens, parce qu'on dit quelquefois,
faut imaginer un nouveau récit pour essayer d'imaginer une nouvelle histoire. Bah, ça va être ton exercice après. Donc... difficile de dire que ça fait rêver d'être agriculteur ou de replanter de l'orge, de l'avoine et dans la vallée des Aravis, par exemple. Mais ça va bien être le sujet de ces prochaines années, parce qu'on va devoir bien parler à un moment résilience territoriale, et les villes vont devoir parler autosuffisance alimentaire, et les terres nourricières et fertiles sont juste au-dessus, là, dans les vallées qu'il faudrait plus bétonner, du coup, dans les montagnes qu'il faudrait plus bétonner, parce qu'elles ont leurs terres. Alors comment est-ce que ça s'articule, ça qui sont les personnes, parce qu'on parle quand même de, là, si on dit on arrête d'investir dans le ski, on parle de 120 000 emplois. Est-ce que c'est ces saisonniers, ces gens de ces pays-là qu'on pourrait reformer, ou qu'on enverrait repeupler un peu cette montagne et de façon plus pérenne et plus long terme que 3 semaines par an? Et oui, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on devrait... alors, on ne va pas traiter les stations qui sont fond de vallée, Inting, Val d'Isère, Fond de Maurienne, pas traités comme des stations villages qui sont avant tout des villages. Les villages-stations, on devrait maintenant dire qu'on arrête de se corréler à un tourisme de masse qui lui-même est corrélé à un tourisme du ski. Double danger de cibles trop restreintes. Il faudrait effectivement se dire, pour cela, pour moi, on arrête de construire. Parce que tout ce qu'on construit aujourd'hui seront des lits froids occupés moins de 3 semaines par an. Même si les promoteurs garantissent que pendant 9 ans, c'est du lit chaud occupé 10 mois par an. En fin de compte, 10 mois, quand on coule du béton 250 ans, 10 ans, pardon, quand on coule du béton 250 ans, c'est pas chaud. Il est très facile de sortir des manips fiscales ou des manips de contrat pour se dire je récupère mon bien et j'en fais ce que je veux, en fait, en fin de compte, à moins de 10 ans. Donc, il faudrait arrêter de construire. Pour cela, il faut arrêter de défiscaliser l'achat du neuf. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on achète du neuf, c'est bien. On a des manips fiscales ou des niches fiscales qui nous permettent de récupérer de la TVA ou des choses comme ça. Il faudrait remettre donc sur le marché les lits anciens. Donc là, c'est intéressant de défiscaliser l'achat de l'ancien. Les vieux lits oubliés reviennent sur le marché. Et on favorise la rénovation énergétique et la rénovation tout court en défiscalisant aussi la rénovation. C'est déjà le cas, ça, non ? Pas vraiment, parce qu'en fait, on récupère pas de la TVA comme sur un logement neuf, en fait. Okay. Aujourd'hui, Val d'Isère, 25 000 € du mètre carré, les gens ramènent la TVA chez eux quand même. C'est des investissements étrangers ou... Beaucoup de foncières immobilières, beaucoup de banques, et puis beaucoup d'étrangers, oui. À ces prix-là, oui. Mais les banques investissent elles-mêmes dans les programmes immobiliers qu'elles financent aux promoteurs. Je veux dire, ça me paraît tellement curieux de se dire que les foncières vont aller investir 25 000 € du mètre carré, alors qu'on le sait, c'est de notoriété publique que les stations de ski, d'ici 30 ans, avec ce business model-là, ne tiendront pas. Ça peut pas être des investissements rentables à très long terme. Comment est-ce qu'ils se disent c'est OK parce que c'est des investissements sur 10 ans et qu'après ils s'en vont ? Non, parce qu'en fait, on parle pas tous de la même chose, on n'a pas la même vérité. Par exemple, les gros exploitants des stations de ski, je parle d'une compagnie des Alpes, par exemple, qui est un gros mastodonte du ski, qui exploite notamment Val d'Isère. Hein. Et des parcs d'attractions. Et voilà, notamment donc le tourisme globalement, en fait. Quand j'entends, il y a eu un podcast récemment de Dominique Tillot de la Compagnie des Alpes, le patron de la Compagnie des Alpes. Lui, il croit très fortement que la crise climatique, la dérive climatique, ne va pas impacter son volume de clients qui vont venir. Alors qu'on va dire, à Val d'Isère, plus de 60% d'étrangers qui viennent par avion. Il croit en l'avion vert, par exemple. Alors, on est toujours dans ces en fait, théories, pour moi, de techno-optimisme, de techno-solutionnisme, où surtout, on attend encore un petit peu avant d'opérer un changement, parce qu'il y a bien quelque chose de joli ou de sympa qui va nous arriver, qui nous permet de continuer comme avant. Là, par exemple, on continue d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle alors qu'on n'a pas d'eau, très clairement. Ouais. Aujourd'hui, l'eau devrait être notre eau potable. Quand on remplit une retenue collinaire, pour faire de la neige, on siphonne des sources et des torrents d'eau potable des villages, qui sont aujourd'hui impactés par les mêmes problèmes qu'en ville, sur l'eau. Mais on se dit, on va bien arriver à trouver quelque chose dans un futur proche qui va nous sauver cette économie-là. On est toujours là-dedans en montagne, et ailleurs, mais moi je l'entends encore beaucoup en montagne. Et c'est le point de vue de qui, ça ? Parce que je veux dire,
Il y a beaucoup de gens qui habitent sur place et qui se rendent compte beaucoup, parce que la plupart sont des familles qui sont là depuis des décennies, des générations, et ils se rendent compte de ce qui a changé. Est-ce qu'ils sont aussi dans ce mode-là, ou est-ce que c'est plutôt des investisseurs massifs, ou bon, je veux pas être dans le cliché bien sûr, mais qui tire les ficelles entre guillemets? Je dirais tout le monde. Le ski, c'est un vaste système de lobbies entremêlés. Moi, j'identifie une quinzaine de lobbies, dont le SF. Aujourd'hui, aux tables des élus de montagne, autour des tables, il y a principalement des gens qui vivent du ski, et c'était bien jusqu'à maintenant, qui continuent à perpétuer ce mouvement. On voit aussi beaucoup de mouvements citoyens qui disent stop, ça c'est sûr. Il y a des projets aujourd'hui qui sont stoppés net. On le voit à la Clusaz, on voit dans le Vercors, là, il y a Tony Parker qui arrive pour faire un truc gigantesque. Les gens disent stop. Les gens des territoires sont très divisés dans les montagnes parce que justement, on oppose deux populations, on va dire deux visions s'opposent. Ceux qui continuent à dire, allez, on continue encore un petit peu, et puis la technologie va permettre de perpétuer le modèle encore 20-30 ans. Et puis les mêmes gens des territoires, des mêmes villages qui disent non mais là on est au bout du modèle, on est au bout du bout, mettons-nous tous autour des tables et on discute. Et honnêtement c'est pas facile parce que dans les villages aujourd'hui il y a vraiment ces deux visions opposées et il y a beaucoup d'omerta dans les villages et c'est très violent dans les villages actuellement parce que vraiment moi je comprends les gens qui veulent pas lâcher et je comprends les gens qui disent stop. Et en fait, il faudrait des concertations publiques, ce qu'on appelle ces vastes concertations citoyennes où tout le monde se met autour de la table. Mais surtout, il faudrait une impulsion politique qui dise à un moment, là, on arrête en fait. Là, il n'y a plus de subventions publiques pour développer du canot à neige actuellement à ces altitudes parce que dans 30 ans, ce n'est pas viable. Sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les subventions pleuvent pour conforter le modèle du ski. Donc, les personnes qui veulent perpétuer le modèle du ski sont confortées par des politiques départementales, régionales et même d'État qui disent on continue. C'est là le sujet, en fait. Il n'y a pas de réelle volonté politique qui dit là, on stoppe. Oui. Et en fait, il y a des gens qui ont... Là, on disait, c'est des années 70-80, donc ça fait 40-50 ans. Il y a une génération qui n'a connu que la croissance de ces... Donc, c'est pour eux difficile d'imaginer autre chose. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que tu comprends ceux qui n'ont pas envie de me changer de modèle ? Bien sûr, bien sûr. Quand on vit dans un village de 3-4 mois d'activité du ski et qu'on prie pour avoir de la neige, et puis s'il n'y a pas de neige, l'État nous en amène à coup de subvention pour développer des canons à neige partout et augmenter les taux et faire en sorte que visuellement tout va bien pour limiter la casse, je comprends parce que le virage est douloureux, mais évidemment. Mais il paraît encore plus nécessaire quand du coup, je veux dire, si on est dans le bain, on se rend compte que c'est pas viable et que tous les ans, il y a un peu plus de canons, un peu plus de subventions, un peu plus de coups de peinture. Ben oui, là on est entre convaincus, donc c'est facile, on est tous les deux convaincus qu'il faut arrêter. Mais quand on va en montagne, on n'a pas du tout ces discussions-là de manière aussi posée, parce que c'est très douloureux. Les maires de montagne aujourd'hui n'opèrent aucun changement réel en fait pour se dire qu'on sort du tout ski. Ou alors ils disent on a besoin de continuer le ski pour financer la transition. Le ski va financer. Donc, exemple, dans 2-3 villages que je connais, s'il vous plaît, permettez-nous encore de faire 30 ans. Donc là, ça veut dire on produit de la neige à fond, on pompe les nappes et tout. Parce que cet argent du ski... On pompe les nappes parce que les retenues collinaires, c'est pas forcément que de l'eau de pluie, parce que le canot à neige, c'est comme c'est le même principe que les méga-bassines, c'est plutôt pour aller retenir de l'eau. Retenue collinaire, dans collinaire, normalement, oui, le terme, c'est qu'elles sont remplies par ruissellement. Il y en a très très peu qui sont remplies par ruissellement. Le principe des retenues d'altitude, du coup, c'est plutôt d'être remplies par de l'eau de source et les torrents de montagne. Parce qu'il y a une incidence énorme sur les bassins versants. Énorme. On capte les sources des villages ou des montagnes pour remplir des retenues. Une fois que l'eau est dans les retenues, elle n'est plus potable ni pour l'homme ni pour les vaches, si on dit que c'est pour l'agriculture. Donc, si on voulait la boire ou l'utiliser pour l'agriculture, il faudrait la faire passer dans une machine de potabilisation. Et à chaque fois, je dis dommage, parce qu'à la source, elle était potable, ou quasi. Donc, il est extrêmement dommage de le faire, en fait. Sauf que on est coincé,
pour continuer le modèle, il faut fabriquer cette neige, il faut des retenues d'altitude ou collinaires. Aujourd'hui, il y a un vaste projet de chantier de retenue collinaire dans toutes les Alpes du Nord. Alors que la Cour des comptes 2018 dit bien, à un moment, il est urgent de changer le modèle du ski face au changement climatique dans les Alpes du Nord. Sauf que chaque année, on demande encore un peu plus de subventions pour continuer. Et oui, je dis c'est douloureux, mais il y a un moment, plus on attend, plus ce sera douloureux. Et nous deux, on parle, on est convaincus. Quand on va entre nous de convaincus, c'est facile. Mais en montagne, c'est pas du tout le sujet. En montagne, on continue. Très concrètement, d'une façon très binaire, est-ce que si on veut être écolo aujourd'hui, on doit arrêter d'aller au ski ? Moi, je crois pas, parce que j'aime le ski. Alors, des fois, j'ai un peu de mal à y aller, parce que je me dis, si je contribue, je conforte, en fait. Mais c'est quand même agréable. Non, moi, je dis, faisons avec les infrastructures existantes. Il y a des infrastructures, les infrastructures sont là, elles doivent être remboursées, c'est agréable de skier. Utilisons l'existant, mais essayons de skier en conscience, de se dire que quelquefois, quand on voit une retenue d'eau, c'est pas juste un lac qui est joli. Il y a énormément d'impact sur la nature, les écosystèmes, les cours d'eau. Dans une retenue, l'eau s'évapore jusqu'à 30% l'été. C'est de l'eau qui est plus dans les nappes, qui est plus dans les écosystèmes. C'est dommage. Qui n'est plus dans les bassins versants. Quand on siphonne une source, on peut assécher un torrent en aval. Vers chez moi, dans les Aravis, si on siphonne une source, ça peut assécher un torrent qui lui-même est un affluent du Fier, qui lui-même est un affluent du Rhône. Aujourd'hui, le Rhône est en sous-débit, par exemple. Alors, on le sait pas. C'est pas grave si on le sait pas. Mais une fois qu'on le sait, est-ce qu'on continue à y aller dans la même optique ? Est-ce qu'on se dit à un moment que c'est pas grave s'il y a pas de neige, mais on va à la montagne ? Dans ce cas-là, il faudrait changer le marketing et la communication des villages qui nous vendent de la poudreuse jusqu'au nombril dès octobre, en fait. Mais non, utilisons les infrastructures et puis demandons-nous ce qui est normal ou pas. Quand on était choqué par Pékin, avec les images de Pékin, cet été dans les Alpes, on avait les mêmes images partout. Est-ce que les gens étaient choqués ou pas ? Je ne sais pas. Il y a le Shift Project qui a sorti un certain nombre de cahiers, notamment un cahier qui s'appelait Résilience des territoires. Et ils parlent beaucoup de... ils ont toute une partie, donc ils ont un cahier spécifique montagne, dans lequel ils parlent d'agriculture, ils parlent de ressources, donc on en a pas mal parlé, d'eau. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette partie agriculture ? Comment est-ce qu'on peut accompagner les agriculteurs dans la transformation de leur métier en montagne ? Quels sont ces gros sujets ? Difficile, hein ? Moi, je viens du pays du reblochon. Donc, c'est bon le reblochon. Il y a la même chose dans le Jura avec le comté. Qu'est-ce qu'on fait de ces immenses exploitations qui ont peut-être trop de bétail, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit à un agriculteur vers chez moi qu'il faut réduire son cheptel parce que reblochon, c'est pas top et les vaches, c'est pas top non plus pour ce qu'on connaît du climat, je peux vous assurer, il vous fait sortir du champ à coup de fusil, direct. Et puis lui, le climat, c'est pas son sujet du jour. Lui, il gère ses vaches. Et je comprends, ce sont des métiers difficiles et très chouettes par ailleurs, mais ce qui est difficile, c'est d'essayer... En fait, pareil, je pense que c'est de la politique uniquement. Quand nos politiques diront la vérité aux agriculteurs qu'il va falloir transformer le modèle de l'agriculture parce que d'avoir une exploitation de 400 vaches qui fait du reblochon pour l'international, c'est pas l'avenir. Peut-être que les agriculteurs le comprendront. Aujourd'hui, je parle de l'été dernier. L'été dernier, dans les Alpes, on a eu 6 mois d'été, comme tout le monde. Donc, une vache boit 150 litres d'eau par jour. 150 litres d'eau par jour ? Oui. Pour fabriquer du fromage, pour 1 litre de fromage, il faut 2 à 3 litres d'eau. Alors, il faut beaucoup d'eau, soit. Mais elle n'avait pas non plus d'alpage. Les alpages étaient jaunes. Donc, il a fallu redescendre les bêtes. Et c'est très bien. Et puis, quand on voit, quelquefois, on passe sur les routes, on voit un arbre où il y a toutes les vaches dessous. Pourquoi ? Parce qu'une vache, elle est bien quand l'agriculteur a froid. Donc une vache à 40 degrés sur un plateau d'alpage où l'herbe est jaune sans eau, c'est pas génial s'il n'y a pas d'arbres. Donc c'est ce qu'on appelle cette agriculture raisonnée. Aujourd'hui, de replanter, de redescendre des troupeaux qui auraient des tailles raisonnables dans des alpages plus bas ou en vallée, comme faisaient nos anciens finalement. Alors oui, il y aurait des arbres, donc il y a moins de rendement.
Et du coup, on touche le porte-monnaie de l'agriculteur, qui lui est probablement endetté pour avoir un certain rendement et pour vivre aussi, parce qu'ils investissent beaucoup. Mais en fait, tout ça, c'est encore une fois une volonté politique. Donc, il y a tout ce métier d'agriculture de montagne à changer. Et puis, moi, je ne vais pas le dire chez moi au Pays du Reblochon, parce que c'est violent. Non, mais c'est vraiment violent. Il y a des gens qui sont menacés de granges brûlées, de chalets brûlés. C'est violent sur les territoires de montagne. Et qu'est-ce qu'on fait de la tartiflette, surtout? Ah oui, avec le tofu, c'est pas super. J'ai jamais goûté celui-là, j'avoue, pas très envie. Non, mais on ne dit pas on arrête tout. Mais en fait, l'idée de tout, en fait, du sport de montagne, du ski, de l'agriculture, c'est d'être raisonné et raisonnable. Mais on n'a pas tous les mêmes définitions. Ouais. Tu dis que ça sert à rien d'arrêter ski. Est-ce que faire du ski nordique, du ski de fond, du ski de rando, ça peut être des alternatives qui sont les bonnes s'il n'y a pas d'investissement supplémentaire, au moins dans les structures de remontée? Moi, je dirais oui. De toute façon, la montagne fait du bien, même à pied. Quand on va en montagne, on respire un air plutôt sain. On a un panorama qui est plutôt joli. Quoi qu'on fasse sur n'importe quelle planche ou à pied, c'est agréable. Mais on a des politiques, et je l'ai entendu, qui nous disent que le contemplatif n'est pas rentable, ce qui est vrai. Qui a dit ça? Notre président de département de la Haute-Savoie. Et c'est vrai, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses quand on vient contempler la nature. Alors, ce qu'ils font, oui. La Haute-Savoie, par exemple, actuellement, a comme ambition de devenir le premier département en termes de développement nordique. Moi, au début, je me suis dit, c'est pas mal. Sauf que quoi? Sauf que c'est un sport de neige. On est toujours dans le même sujet, il faut de la neige. Et puis la plupart du temps, sur des plateaux qui sont plus bas. Et puis, il faut être sur des plateaux. Donc, le ski alpin, on cherche le dénivelé. Et le ski nordique, on cherche des plateaux. Donc, actuellement, il y a de vastes chantiers prévus sur des plateaux qui sont vierges. Alors, oui, c'est peut-être... Il n'y a pas les grosses remontées, il n'y a pas ce qu'on voit du ski de piste, mais il y a des dameuses. Il y a des espaces qui sont plus protégés. Il y a du ski roue aujourd'hui. Quand on fait aujourd'hui des entraînements en montagne, on fait des pistes goudronnées pour que les skis de fond s'entraînent sur roue l'été. C'est le vaste programme qu'il y a aussi de développement du biathlon. Alors, on va me dire que je suis anti-tout, mais juste qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est probablement bien. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus impacter la nature, qui est la montagne. Parce que comme l'océan, c'est une véritable sentinelle du climat. On doit faire avec l'existant. Ce qu'ils font, c'est super, sur des pistes existantes. C'est là, allez. La rando, c'est super, mais il faut connaître la sécurité. Donc, on ne part pas en ski de randonnée comme ça. On prend au moins un moniteur qui nous explique un petit peu ce que c'est que la neige et les plaques à vent et les avalanches. Mais on peut se promener en montagne, en raquette, et ça, c'est très agréable. On l'a évoqué un peu en filigrane, mais s'il y avait une mesure urgente que pourraient prendre les décideurs politiques, une mesure urgente que pourraient prendre les décideurs économiques, et une mesure qu'on pourrait nous prendre assez rapidement en tant que citoyens, ce serait lesquelles pour chacun de ceux-là? Concernant la montagne, ouais. Il ne faudrait plus construire d'immobilier. Pour moi, c'est la mesure urgente qui semble peut-être bizarre. C'est ce qui draine tout le reste. C'est l'économie, c'est la véritable valeur marchande de la montagne. C'est la véritable économie de monnaie, c'est l'immobilier. On doit faire avec l'existant. Et puis quand on ne parlera plus d'immobilier, on ne parlera plus rente à court terme phénoménale pour quelques-uns. Ça veut dire qu'autour des tables des élus et de la gouvernance économique et politique, on parlerait enfin intérêt général. Grosso modo, il n'y aurait plus personne qui aurait la main dans le pot de miel. Et on pourrait enfin parler de projets plutôt sains et plutôt propres pour la montagne. Et ce serait quoi l'intérêt général après? L'intérêt général, ce serait de réellement décarboner la montagne en vrai. Et pas de faire des mesures d'annonce ou des coups d'annonce de com en disant on décarbone en mettant 2 dameuses à hydrogène. Parce qu'on en est là quand même.
Et non, on sait que le poste principal de pollution, c'est la mobilité pour aller en montagne, 60%. Ouais. 60% des gaz à effet de serre, c'est mobilité. Donc il faudrait un vaste chantier de train. Pour décrire, c'est ça, c'est mobilité, c'est les gens qui, c'est pas uniquement dans la montagne, c'est parce qu'on impute les émissions de gaz à effet de serre des voyageurs, des touristes qui viennent de loin pour venir jusque dans nos montagnes. C'est ça. Donc, comment on décarbone la mobilité aujourd'hui quand on a 60% de clients étrangers qui viennent dans les stations? C'est pas possible. Donc, il n'y a encore aucun chantier de train dans les Alpes actuellement. Il y a quelques stations qui sont dotées de gares. Donc, quand on vient en station, essayer de prendre le train au maximum. Et puis, ensuite, des transports au maximum qui nous emmènent là-haut, de manière groupée. Aujourd'hui, il y a un vaste plan aussi d'ascenseurs valéens. On dit qu'on va transporter les gens des vallées jusqu'en haut des montagnes pour décarboner la mobilité. Sauf que si ces ascenseurs valéens ne sont pas reliés à une gare, l'impact est nul. Oui. Donc, ça ne sert à rien. Là-dessus, moi, en tant que touriste, les 3 dernières fois où je suis allé aux Arcs parce que c'est le seul endroit... Bon, il y en a un ou 2 autres, mais accessible depuis Paris, avec 4 heures de train, plus un funiculaire qui part directement de la gare de Bourg-Saint-Maurice et qui monte en station. Exact. Effectivement, il ne monte pas jusqu'en haut, mais au moins, il a le mérite d'exister. Et après, il y a l'accès via des télécabines depuis le bas des stations jusque dans les quartiers qui sont les plus hauts jusqu'à 23h le soir, donc qui est ouvert après le domaine skiable. Exact. Les Arcs, c'est un super exemple qui existe, qui fonctionne depuis longtemps. Malheureusement, en fait, les gens ne font pas comme toi. Quand on vient en famille, on prend sa voiture, puis on monte jusqu'en haut. Et je comprends bien, hein, parce que le ski, c'est beaucoup de logistique en famille. Donc, comment on fait quand on arrive à 22h, 23h à Bourg-Saint-Maurice avec des enfants et une voiture chargée? On prend sa voiture. Et je vois la majeure partie des gens prennent leur voiture. Malheureusement, le funiculaire sert beaucoup aux saisonniers, ce qui est très bien, hein, mais pas sur la grosse partie on va dire des émissions, ce qui est bien dommage. Il n'y a pas, comme en Suisse, on peut aller au cœur des stations en train, ça existe. Ouais. Parce qu'ils ont toujours eu cette volonté de garder leur train, par exemple. Nous, on avait des lignes de train dans les Alpes qui ont été abandonnées, c'est dommage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chantier pour décarboner la mobilité pour venir dans les Alpes. Donc, il va falloir se poser les vraies questions un jour. Comment on fait ? On peut toujours limiter la casse, hein, mais moi, je crains pour le volume d'affaires des gens qui disent qu'on continue à investir, par exemple. Moi, j'adorerais voir un forfait de station qui soit pas juste un forfait ski, mais qui soit un forfait mobilité et qui donne accès peut-être. Donc là, par exemple, quand on arrive en TGV à Bourg-Saint-Maurice, si on a un billet de train, on ne paye pas le transport pour aller jusqu'à la station. Ouais. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Bon, c'est anecdotique parce que le funiculaire doit pas coûter très très cher non plus. Non. Mais je trouve que c'est des premiers degrés de motivation. Et puis après, plutôt que de voir des forfaits de ski, on pourrait voir des forfaits de station qui donnent accès à peut-être des activités un peu différentes, un peu plus variées, qui soient pas uniquement qui peuvent être de la découverte avec un guide d'un environnement, peut-être en marche ou en rando ou des choses comme ça. Exact. Et je trouvais ça incroyable et super. Et puis en plus, ça crée plus de liens, plus de communautés, je trouvais ça assez sympa. Exact, on l'a vu à Noël. Hein. Noël dernier, il n'y avait pas de neige. Je discutais avec des hôteliers au-dessus de chez moi qui voyaient les téléphones sonner pour les annulations. Il était en colère, l'hôtelier, parce qu'il disait « Mais moi, si j'avais le temps, j'organiserais des visites du patrimoine, des visites de ferme, des stages de fabrication de fromage à la journée. On irait participer à voir les vaches dans les étables, comment elles vivent. On irait participer à fabriquer on a beaucoup de culture du bois chez nous, fabriquer un objet en bois. Et tout ça, en fait, effectivement, c'est encore pas prévu. Et c'est fou de se dire que c'est pas prévu parce qu'on y est, en fait, dans le bazar climatique de montagne. Et c'est dommage parce que, tant mieux, on a été picousés, je dis, au ski et c'est super. Mais quand on vient en montagne, si on connaît pas ce qu'il y a à faire, effectivement, on peut pas l'inventer. Et il y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est magnifique. On peut aller se promener dans les bois, on peut aller avec des botanistes et puis regarder quelles plantes médicinales sont juste sous nos pieds, par exemple. On l'avait organisé au-dessus de chez nous, à la Clusaz, c'est super. Il y a des ornithologues qui expliquent que les oiseaux sont toujours là, mais on les entend moins, juste parce qu'ils s'économisent, parce que c'est l'été.
y a des petits trous. Quand on marche sur certaines herbes, quand il n'y a pas de neige, on fait attention parce que au printemps ou à la fin de printemps, ce sont les myrtilles. Donc on explique, on peut, pour les adultes, fabriquer du Génépi. On connaît bien la distillerie des Aravis. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Donc non, il y a plein de choses à faire, c'est évident. Sauf que on parle lucratif et on cherche toujours ce remplacement à ces 9 milliards, alors qu'on passe à côté de tout le reste, qui est plutôt patrimonial, artisanal, historique, qui est formidable. Hein. Bien sûr qu'il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu verrais comme autre façon de... En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, on va au ski, on va pas à la montagne. Et je pense que ça, c'est un gros enjeu aussi sémantique à transformer. Mais est-ce que tu vois, je sais pas, donc un peu comme cette façon de créer des visites, ou peut-être sortir un peu du tout ski. Moi, je me souviens qu'une des meilleures semaines que j'ai faites en montagne, c'était en plein Covid en 2020. On était à Valloire. Donc évidemment, aucune remontée mécanique, personne en station parce que tout le monde avait annulé. Donc nous, on voulait quand même y aller. Et en fait, on a fait une journée de ski de rando avec un guide qui était heureux comme tout d'aller nous montrer sa montagne. On a fait une journée de ski de fond parce que pour le coup, il y avait beaucoup de neige. On a fait une journée où on est monté à pied en haut de la station pour redescendre et ça nous a pris 10 minutes de descendre l'ensemble de la station à ski. Mais du coup, ça nous avait pris 5 heures de monter à pied et c'était une autre façon aussi de profiter du domaine. Est-ce que tu vois d'autres façons dont ces différentes communautés peuvent interagir, donc peut-être avoir plus de liens entre les communautés j'en sais rien moi, de SF, des remontées mécaniques, avec les communautés qui travaillent plutôt à l'année, donc des producteurs, des agriculteurs, des fermiers. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait envisager pour... En fait, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une ère du tourisme packagé et je comprends pas pourquoi ça allait pas autant déjà en montagne. Ouais, moi je comprends pas non plus. Je comprends pas qu'on veuille garantir à ce point la neige, surtout à des altitudes aujourd'hui basses. Alors que j'ai une de mes amies, Carole, qui dit souvent, elle loue un chalet dans les Aravis. Et elle dit, quand on loue à l'océan, on ne nous garantit pas le soleil. Et, parce que institutionnellement, on nous a vendu de la neige depuis toujours. Et parce que les lobbies, on ne se rend pas compte, mais sont hyper puissants. Aujourd'hui, une ESF, il faut qu'il fasse tourner, il faut que les moniteurs tournent, en fait. Alors les moniteurs ne sont pas tous à se tourner les pouces le reste de l'année, hein. Ils sont souvent aussi agriculteurs le reste du temps. Ils ont des métiers de bois aussi quelquefois, mais il y a beaucoup de jeunes qui laissent tomber les études, qui sont moniteurs, qui retournent à leurs études. Il y a tout ça. Mais moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait, par exemple quand on vient dans Tarentaise, ce serait super intéressant d'aller envaler une journée organisée par l'Office du tourisme, je dis n'importe quoi, de Tignes, qui nous explique ce qui se passe à Bourg-Saint-Maurice, quelles industries il y a, et pourquoi pas visiter tout un tas de choses qui existent en vallée. Il y en a plein de choses, en fait. Il y a plein d'activités. Les gens, le reste de l'année, sont pas tous couchés à attendre la neige. Hein. On vit, en fait. Ouais. Et puis, moi, je rêverais, en fait, parce que les villages, on parle souvent du ski, mais il y a avant tout des habitants qui vivent toute l'année. Et moi, je rêverais, en fait, d'écoles de la nature. Ce sont des écoles qu'on voit dans les pays nordiques. Nos villages de montagne sont parfaitement adaptés à ce genre d'infrastructures qui n'en sont pas vraiment, en fait. Des écoles de la nature où on ferait venir un trimestre ou quelques semaines des enfants des villes dans la nature toute la journée, et que c'est de véritables écoles, en fait. Et non, mais oui, effectivement, tout ça est à créer, en fait. Et c'est dommage parce qu'on s'enferme dans une vision qui fait plaisir, soit, mais qui est un chouette loisir. Mais à côté de ça, on passe à côté de tout le reste. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Merci beaucoup Valérie pour tous tes enseignements. Je suis sûr que ça aura plu énormément aux auditeurs. Est-ce qu'il y a une question que tu veux qu'on leur pose? Parce que maintenant sur Spotify, on peut poser des questions à nos auditeurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de l'épisode ou s'il y a des choses qu'ils en ont retenues. Est-ce qu'il y a une question spécifique que tu as envie qu'on pose aux auditeurs? Oui, peut-être. Est-ce que quand on habite en zone francilienne comme ça, quand on va au ski, est-ce qu'on se rend compte, quand on est skieur, en famille ou seul, de l'impact qu'on peut avoir sur l'eau, l'énergie, même les habitants ou pas? Et est-ce que le fait de se rendre compte de l'impact et donc d'avoir conscience, est-ce qu'on pourrait skier différemment quand on aime vraiment le ski et qu'on n'habite pas sur ces territoires de montagne? Parce que c'est facile pour moi. Moi, j'habite au pied des montagnes.
Quand il a neigé, j'y vais. Mais ici, comment on fait ? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous écoutez sur Spotify, déjà bravo, vous êtes nos auditeurs préférés, évidemment, si vous êtes encore là. Et la deuxième chose, n'hésitez pas à répondre à la question. Je publierai celles qui sont les plus belles. D'ailleurs, la plupart du temps, je publie toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ça me fera très plaisir aussi. J'adore en apprendre un peu plus sur vous. Donc voilà, merci beaucoup Valérie pour ton passage. C'était super. En plus, tu repars à Genève après. Donc, c'était compliqué. C'est la deuxième fois qu'on essaie d'organiser cet enregistrement. Il y a eu les grèves. Bon, on soutient évidemment les éboueurs et les transporteurs dans cette grève. Mais c'était compliqué. Mais ça y est, on a réussi à se retrouver pour faire cet enregistrement et c'était top. Donc je te remercie et puis à très bientôt. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup et à bientôt dans les montagnes. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.